Bonjour à toutes et à toutes, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire qui me tenait particulièrement à cœur, dans lequel on va parler des enjeux liés au racisme au sein des études sur les psychédéliques et des psychothérapies assistées à ces substances. Pour en discuter, on a la chance et l'honneur de recevoir Madame Monica Williams, qui est psychologue clinicienne, autrice et chercheuse à l'Université d'Ottawa. Elle est spécialisée dans les disparités en matière de santé mentale et le traitement des troubles liés à l'anxiété et aux différences culturelles. Alors, la dernière fois que j'ai regardé, son CV faisait 71 pages. C'est vraiment une très grande référence des études sur les psychédéliques. Et elle a tenu à faire sa communication en français alors qu'elle ne parle pas la langue pour la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, je la remercie tout particulièrement de cet effort. N'hésitez pas à la féliciter dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Malgré tout, si jamais vous avez des difficultés de compréhension, j'ai sous-titré la vidéo. Donc, vous pouvez aller dans les sous-titres. Ce n'est pas les sous-titres automatique de YouTube, c'est les miens. Voilà. En tout cas, son travail va nous permettre de comprendre les enjeux liés au racisme et à la diversité culturelle en lien avec les thérapies assistées par les psychédéliques. Alors, je vous partage mon écran pour faire l'introduction. C'est les thématiques qui vont être abordées pendant cette séance. Ça va être les difficultés d'accès aux soins en santé mentale pour les personnes victimes de discrimination raciale, la difficulté, les problématiques liées à la prise en charge et à l'intégration des diversités culturelles dans la médecine occidentale et en particulier en santé mentale, et puis l'importance de former des thérapeutes issus des communautés discriminées qui auraient vécu des traumatismes similaires à leurs patients et à leurs patientes pour mener des thérapies psychédéliques. Donc, je mets, comme d'habitude, en description tous les liens qui vont nous permettre d'approfondir sur tous ces sujets-là. Alors, la thérapie psychédélique, elle a un grand potentiel pour répondre aux besoins de santé mentale des personnes non blanches, qui connaissent les mêmes besoins de santé mentale que les blancs, mais qui, en plus, doivent faire face à des traumatismes qui sont liés au racisme, qu'ils fassent partie de leur héritage culturel, par exemple l'esclavage, ou qu'ils soient issus d'expériences directes des individus. Par ailleurs, les personnes racisées doivent bénéficier d'un accompagnement particulièrement sécurisant pour pouvoir se confronter aux traumatismes liés au racisme qui pourraient réémerger pendant la séance psychédélique. Et pour ça, il faut que les thérapeutes qui les accompagnent veillent à ne pas leur faire subir de microagressions, un concept que nous expliquera Monica Williams dans quelques minutes. Alors, l'objectif de cette séance, c'est vraiment de permettre de traiter de ces questions qui sont très peu abordées en fait en France et de donner accès à un contenu en français sur ces sujets avant même que la thérapie assistée à l'aide de psychédéliques ne soit éventuellement réhabilitée dans notre pays. En fait, le contexte français tend à éluder ces problématiques-là, voire à les nier, c'est ce qu'on va voir dans cette introduction. Et c'est particulièrement vrai dans le champ de la médecine, dans lequel une partie des médecins sont persuadés d'être, dans leur pratique, des individus neutres, débarrassés de toute influence liée à la société, à leur éducation, à leurs croyances, à leur sexe, etc. Pourtant, comme le montre une étude parue en 2017 sur la population française, il y aurait bien une personne sur deux en France qui retarderait sa prise en charge médicale de peur de subir un jugement de la part de professionnels de santé. Donc cette réalité, elle a des conséquences très importantes en termes de santé publique, puisque certaines personnes attendent que leurs symptômes deviennent insupportables pour se rendre chez un médecin, et parfois, c'est trop tard. Alors, pour vous donner une idée de la réalité de ces jugements, on va commencer par ce groupe Facebook sur lequel le Nouvel Obs a révélé en 2020 que plus de 10 000 médecins partageaient des contenus personnels sur leurs patients et leurs patientes, notamment des photos, avec des commentaires particulièrement violents. Alors, ce groupe a toujours pas été fermé, et en fait, depuis cette polémique, le nombre de ses membres a même doublé, puisqu'ils sont maintenant 20 500. Donc, il y a malheureusement beaucoup de professionnels de santé qui se sont reconnus dans ce groupe suite à la publicité donnée à l'affaire. Alors récemment, il y a une autre enquête qui a été réalisée auprès de médecins français qui signalait le fait que 36% de ces professionnels avaient été témoins lors des 5 dernières années de comportements inappropriés de la part de leurs collègues. Donc, je vous laisse un petit peu regarder, j'ai extrait 2 graphiques de cette étude-là. Dans 87% des cas, aucune sanction n'a été prise suite à ces actes. Et l'étude indiquait que les auteurs étaient majoritairement des hommes quinquagénaires. Donc, il y a de l'espoir quand même à les garder une nouvelle génération. Alors, on voit émerger ces dernières années de nombreuses dénonciations d'actes racistes, homophobes, sexistes, psychophobes, grossophobes, etc., notamment sur les réseaux sociaux.
qui permettent vraiment une libération de la parole et puis qui démontrent par leur nombre et leur récurrence une réalité systémique des discriminations dans les prises en charge médicales. Le hashtag Balance ton médecin a été créé suite, en réaction à un tweet d'une médecin qui tenait des propos racistes. Alors, je vous ai mis une petite sélection ici qui montre la variété de ces discriminations. La séance d'aujourd'hui, elle va aborder spécifiquement la question du racisme, mais je voulais dans l'introduction donner un aperçu plus global de ce système-là. Alors, ces discriminations, malheureusement, elles ont des conséquences qui peuvent être mortelles. En 2017, à Strasbourg, Naomi Moussanga est morte quelques heures après avoir appelé le SAMU, alors qu'elle était prise de très fortes douleurs. On entend dans son appel, qui a été enregistré, que les opératrices du SAMU se moquent d'elle, que ses souffrances ne sont pas du tout prises au sérieux. C'est ce qui s'appelle le syndrome méditerranéen. C'est un concept raciste qui n'a aucune base scientifique, selon lequel les personnes noires, et principalement issues d'Afrique du Nord, auraient tendance à exagérer leur douleur et sont donc moins bien prises en charge par les médecins. C'est un concept qui est encore parfois enseigné dans certaines facultés de médecine. Alors seulement un an plus tard, une autre victime en France, cette fois du sexisme, c'est Céline, enceinte de 6 mois, qui fait un arrêt cardiaque et, comme vous pouvez le voir, les personnes qui répondent à son appel considèrent qu'elle est hystérique. Alors, il y a ces dernières années une vraie prise de conscience des étudiants et surtout des étudiantes en médecine qui osent de plus en plus dénoncer les propos ou les actes de leurs professeurs au sein des études médicales, des propos ou des actes qui sont souvent minimisés comme faisant partie de ce qu'on appelle l'esprit carabin, qui serait essentiel aux professionnels de médecine pour mettre de la distance avec leur travail. En réalité, on voit très clairement, là, dans ces 3 petits exemples, combien le corps médical véhicule encore des contenus racistes, sexistes, grossophobes, etc. Alors, je vous disais, les étudiantes sont de plus en plus nombreuses à avoir le courage de dénoncer ce système-là, malgré les risques que ça suppose pour la validation de leurs études, comme on le voit sur cet extrait, qui est la conclusion d'un témoignage vraiment terrible d'une étudiante qui a été témoin d'un viol de la part d'un gynécologue de l'hôpital Tenon en 2020, dont les pratiques sont bien connues de l'établissement. Et vous pouvez voir que l'institution la menace, elle, plutôt que de mettre un terme aux agissements de ce médecin-là. Alors, le site Stop aux violences obstétricales et gynécologiques a recueilli des dizaines de témoignages d'étudiantes et de patientes qui dénoncent les pratiques de ce médecin-là. Je vous mets dans la description, pour celles et ceux qui veulent lire l'ensemble du témoignage, le lien vers le fil Twitter, mais je vous préviens, je fais vraiment un trigger warning, c'est d'une violence inouïe. Alors, en réaction à cette réalité-là, il y a des gens qui créent des listes de professionnels de santé safe, c'est-à-dire non violents, éthiques, bienveillants, formés aux différentes problématiques qui sont vécues par leurs patients et leurs patientes. C'est des sites qui sont collaboratifs, donc les personnes peuvent venir et dire « voilà, j'ai été prise en charge par tel médecin qui n'a pas porté de jugement quant à mon poids, par exemple ». Donc ça, c'est la liste gras politique. Il y a aussi la liste Gene & Co, que je recommande à toutes les personnes qui ont un utérus, qui répertorie les professionnels de santé féministes. On peut faire une recherche en fonction des spécificités, des choses qu'on cherche précisément. Et puis enfin, très récemment, il y a un compte Twitter qui s'est proposé de mettre en relation des personnes racisées avec des thérapeutes qui l'étaient aussi. Alors évidemment, le propos, c'est pas du tout que les personnes non blanches doivent obligatoirement être prises en charge par des professionnels de santé non blancs, mais que dans un système de santé qui est fréquemment raciste, les personnes racisées puissent trouver, si elles le veulent, des thérapeutes qui le soient aussi. Alors je vous laisse deviner laquelle de ces 3 plateformes a reçu un tollé général et a dû fermer en quelques jours. Alors le corps médical en tant que profession s'oppose à ces sites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médecins qui, de manière individuelle, sont en faveur de ces plateformes ou bien comprennent les problématiques qui font que des personnes puissent en avoir besoin. Mais en tant qu'institution, il y a une dénonciation globale de la médecine envers ces sites. On voit ici que l'Ordre des médecins condamne fermement ces annuaires qui sont qualifiés de communautaires. Et puis un médecin, pour lequel je ne ferai pas de pub, qui s'insurge régulièrement sur Twitter en niant la réalité des discriminations et des violences médicales. Et en fait, en se cachant comme ça derrière des principes supposément neutres et universels, on refuse de se confronter aux humiliations, aux insultes, aux remarques déplacées, en un mot, à la mauvaise prise en charge médicale, et donc à y trouver des solutions.
Le fait de nier l'existence des actes et des paroles discriminatoires en médecine, c'est une situation qui est finalement assez française, assez spécifique à la France. En fait, dans la plupart des pays occidentaux, il y a une prise de conscience, notamment du racisme structurel et de ses effets délétères sur la santé mentale des personnes. Par exemple, en décembre 2018, c'est le gouvernement britannique qui commandait un rapport consistant à moderniser le système de santé mentale, et une de ces parties visait à reconnaître l'expérience spécifique des minorités dans le système de soins. En janvier 2021, c'est l'American Psychiatric Association, la plus importante société savante de psychiatrie au monde, qui présentait ses excuses, je cite, aux Noirs, aux indigènes et aux personnes de couleur pour son soutien au racisme structurel en psychiatrie, et qui promettait d'élaborer, je cite toujours, des politiques antiracistes qui favorisent l'équité en matière de santé mentale pour toutes et tous. Alors en France, comme le montre cet extrait qui est tiré d'une émission de France Culture sur le sujet des listes de médecins non discriminants, il devrait y avoir également une évolution de la formation qui devra commencer cette année et qui vise à une mise à jour des savoirs médicaux, notamment en intégrant des connaissances sur les peaux non blanches. En 2022, il serait temps, et qui renforcera les cours sur les questions d'éthique et de discrimination. Et en fait, le changement va quand même prendre du temps, puisque ces mesures-là, elles s'appliquent aux personnes qui sont actuellement en train de se former pour devenir médecin, et il n'y a pas du tout de formation obligatoire pour les gens qui sont actuellement en poste. Alors, je vous mets quelques ressources intéressantes pour compléter la séance d'aujourd'hui. D'abord, le dernier numéro de la revue Histoire, médecine et santé, qui est consacré aux questions raciales dans le champ de la psychiatrie. Les articles sont disponibles gratuitement sur le site de la revue. Je vous recommande également l'écoute d'un podcast absolument génial, créé il y a quelques années par Rokhaya Diallo et Grace Lee, qui s'appelle Kif Taras, dans lequel ils invitent des universitaires, des intellectuels, des artistes, etc., pour venir parler des questions de discrimination raciale. Il y a plus d'une centaine d'épisodes maintenant, et c'est toujours passionnant, donc allez-y, quand vous êtes dans les transports, ou peu importe, c'est vraiment passionnant. Alors, il y a également une séance du cycle de conférences disponible sur YouTube à la rencontre des historiennes et historiens de la santé, qui est organisée par l'historien Alexandre Klein, qui a été dédiée à la question patients et patientes noirs face aux médecins blancs, avec notamment une intervention d'Élodie Edouard Grossi, qui évoque l'enjeu dans les années 50 au Canada de former et de recruter des psychiatres noirs pour enrayer les phénomènes de maltraitance des patients dans les services ségrégés. Également un documentaire diffusé sur Arte, qui est disponible aussi sur YouTube, qui s'appelle USA Drogue, une guerre sans fin, The House I Live In en anglais, qui montre comment la deuxième vague de guerre à la drogue aux États-Unis à la fin des années 60 visait principalement les pauvres et les minorités, et particulièrement la communauté noire. Il montre comment ça impacte la société américaine d'aujourd'hui. Donc, c'est un documentaire qui traite de la situation aux États-Unis, mais si vous le regardez, je vous recommande de faire des parallèles avec la situation française. Vous verrez que c'est frappant. Et puis enfin, j'arrête le partage pour vous les montrer. Deux petits livres. Alors, ils sont vraiment tout petits, c'est pour ça que je vous les montre. J'étais un peu surprise quand j'ai été les chercher à la librairie. Alors, le premier, c'est Race de Sarah Mazouz. Le deuxième, c'est Pour l'intersectionnalité d'Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz, donc pour se familiariser avec ces concepts et puis aussi avec les polémiques qu'ils suscitent, notamment dans le milieu intellectuel français. Voilà, j'ai fini mon introduction. Sur ce, je vais donner la parole donc à Monica Williams, qu'à nouveau je remercie à la fois d'avoir participé à cette séance, mais également d'avoir vraiment insisté pour la faire en français. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Dr. Monica Williams et aujourd'hui nous allons discuter la discrimination raciale dans l'accès aux soins, le concept de microagression, les besoins des personnes racialisées pendant la psychothérapie assistée par les psychédéliques, les avancées dans le domaine de la recherche. Cet exposé sera centré sur l'expérience des Noirs, car en tant qu'Afro-Américaine, c'est mon héritage, mais une grande partie de cet exposé s'appliquera également aux autres personnes de couleur et aux groupes marginalisés. Racisme, culture et psychédélique. Bonjour, je m'appelle Monica Williams.
Voici une photo du bâtiment où je travaille à l'Université d'Ottawa. Je suis psychologue clinicienne agréée et certifiée aux États-Unis et au Canada. Je supervise cliniquement de nombreux étudiants. Nous rencontrons de nombreux clients ayant des problèmes des traumatismes raciaux ou liés à la race. J'ai de nombreuses casquettes, bien que dans ma vie professionnelle, je sois avant tout chercheuse. Nous avons plusieurs substances et psychothérapies pour traiter différents troubles de santé mentale. Nous avons également recours à de nombreuses psychothérapies. Entre autres, nous avons les psychothérapies assistées par psychédéliques telles que décrites dans des publications. En tant que psychologue clinicien, tout cela m'intéressait beaucoup du point de vue de nos méthodes de soins et de la façon dont nous préparons et formons les nouveaux cliniciens. Les psychothérapies assistées par psychédéliques sont bien là. Une des questions cruciales est comment s'assurer que les professionnels de la santé mentale, les groupes, les guides et les accompagnateurs et accompagnatrices soient pourvus des moyens nécessaires pour effectuer ce travail essentiel avec les femmes et hommes de couleur. Pour travailler correctement avec les personnes de couleur, en particulier les personnes noires, dans les contextes occidentaux, il faut comprendre un peu le racisme. La discrimination raciale est omniprésente et les personnes de couleur en font régulièrement l'expérience de manière flagrante ou subtile. Qu'est-ce que le racisme? Il en existe d'autres formes, en plus du racisme dominatif, la forme plus traditionnelle de sectarisme, aussi appelé racisme à l'ancienne. Il existe de nombreux types de racisme dont la forme a changé au cours des décennies. Racisme symbolique. Les racistes modernes et symboliques adhèrent à des stéréotypes négatifs sur les personnes de couleur ou peuvent croire que les personnes noires sont moralement inférieures aux personnes blanches. Nous appelons parfois cela du racisme de droite. Racisme aversif. Les racistes aversifs soutiennent l'égalité raciale mais ont des sentiments négatifs contradictoires envers les personnes de couleur, souvent de manière inconsciente. Il en résulte que leurs actions peuvent ressembler à celles de racisme symbolique ou moderne. Nous appelons parfois cela du racisme de gauche. Microagression. Souvent, il s'agit de paroles condescendantes ou de compliments ambigus. Nous en reparlerons. Racisme structurel. C'est un racisme qui est inclus dans nos lois, nos politiques et nos procédures. Il en résulte des inégalités, même si aucun individu en particulier n'agit de manière raciste. Nous avons à cœur de savoir si nous avons affaire à un racisme intentionnel ou non intentionnel, mais nous nions presque toujours nos mauvaises intentions. Une intention consciente n'est pas nécessaire pour perpétrer le racisme. Il n'est pas nécessaire de manifester un sentiment de haine ou de préjugé pour que le racisme soit perpétré.
La plupart du temps, le racisme ne se manifeste pas ouvertement. Aujourd'hui, personne n'admet être raciste et pourtant le racisme perdure. Comment est-ce que possible? Une perspective divisée. Les personnes blanches dans notre société ont tendance à croire que les groupes racialisés réussissent bien dans la vie. Le racisme n'est plus un problème et la discrimination diminue. Ils ou elles ne sont pas capables de comportements racistes. Les personnes appartenant à des groupes racisés, en revanche, sont confrontées à des actes de racisme quotidien et ont donc une réalité raciale différente. Les personnes blanches ont tendance à limiter leur définition du racisme aux actes flagrants, intentionnels et manifestes. Mais peu de personnes qui commettent des actes racistes admettent vouloir intentionnellement nuire à d'autres personnes en raison de leur race, de sorte que, selon ces définitions, très peu d'actes racistes seraient définis comme tels. Même des bonnes personnes pratiquent le racisme. Ainsi, les agissements racistes sont souvent ignorés ou négligés par ceux qui n'en font pas l'expérience. Je n'ai pas défini un racisme systémique, puisque tout racisme est systémique par définition. Le racisme est une réalité. C'est ce que nous montrons tous les indicateurs économiques et éducatifs. Il est incorporé aux individus et est intégré à notre organisation sociale. Voici un exemple de mon propre pays, les États-Unis. Je ne vais pas lire tout cela, mais vous pouvez voir la grande disparité. Et nous constatons ce genre de disparité au Canada également, ainsi que dans d'autres pays. Et voici un exemple. Nous savons qu'il existe des fortes connexions entre le racisme et la santé mentale. Au cours des 20 dernières années, des travaux de recherche ont montré les liens quasi systématiques entre presque toutes les principales pathologies mentales et les expériences subies de racisme et de discrimination. Voilà. Trauma racial. En plus des traumatismes courants comme la guerre, les agressions et les viols, les personnes de couleur peuvent être traumatisées par des facteurs de stress supplémentaires. Les réfugiés et les migrants peuvent également être confrontés à des facteurs de stress traumatique spécifiques. Les traumatismes raciaux sont ressentis dans le monde entier. Racisme et oppression systémique, application de la loi. Dans ce SMS, Manis, qui vit en Allemagne, m'explique entre en larmes et être démunie après avoir vu la vidéo de l'assassinat de George Floyd par un policier américain. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai eu mal au corps en recevant ce SMS. Alors maintenant, je ne demande plus seulement si les psychédéliques peuvent cuire
les traumatismes reçus, mais s'ils peuvent aussi curer le racisme. Le racisme est un problème à l'échelle mondiale. Au Canada, selon presque tous les indicateurs mesurables, les Autochtones du Canada sont moins bien traités et vivent avec de plus grandes difficultés que les Afro-Américains. Ces faits nous indiquent, dépit de bonnes intentions et d'une politique progressiste, le Canada a aussi de graves problèmes raciaux. Une femme autochtone, Joyce Echaquan, a été victime de violences raciales alors qu'elle était mourante dans un hôpital du Québec en septembre de l'année dernière. C'est le racisme systémique qui a permis au problème de se perpétrer dans aucun contrôle et c'est ce qui amène des infirmières à se comporter comme celle qui a tué Madame Echaquan. Le racisme anti-noir est également un problème en Grande-Bretagne, créant également de nombreux traumatismes raciaux. Le racisme n'est pas seulement un problème américain. Il y a beaucoup d'endroits en Allemagne où les personnes non blanches sont invitées à ne pas se rendre. Il y a aussi de nombreux faits récents au sujet de personnes noires maltraitées de façon répétée. Le rejet et la discrimination se produisent principalement à la rencontre des personnes qui n'ont pas l'air allemande. Par exemple, les personnes non blanches. Les étrangers blancs et d'Autriche ou de Norvège, par exemple, souffrent rarement de la violence raciste ou du racisme structurel. À la gauche de cette image, c'est une grande rue de Berlin qui portait pour nom une insulte raciste. Ce nom vient d'être modifié à la rue honore maintenant la féministe intellectuelle noire et queer Audre Lorde. Et oui, je suis désolée de dire que c'est aussi un problème en France, même si la plupart des Français n'aiment pas parler de racisme et préfèrent tourner la conversation autour de la classe sociale. Refuser de parler de racisme ne le fait pas disparaître, et cela n'aide en rien ceux qui en vont victimes. En réalité, fermer les yeux ne fait qu'empirer les choses, et cela nuit à notre capacité de pouvoir même en discuter. Bien que la plupart des personnes de couleur savent qu'il n'est pas prudent d'aborder ces questions lors d'une conversation, lorsque que vous conduisez une thérapie assistée par les psychédéliques avec des personnes de couleur, tu peux rêver. Le racisme est traumatisant, il n'est donc pas surprenant que du matériel à caractère racial émerge. Tous les abus ne sont pas si évidents. Les microagressions sont des actes racistes d'apparence anodine qui ne sont pas clairement motivés par des considérations raciales et qui se produisent fréquemment au cours des situations quotidiennes. Ils créent de l'incertitude et de l'anxiété chez les personnes minorisées. Les microagressions ne sont pas simplement des faux pas culturels ou des faux pas raciaux, mais une forme d'oppression
conçu pour renforcer la différence de pouvoir traditionnel entre les groupes, qu'il s'agisse ou non d'une intention consciente de l'agresseur. En tant que tel, il existe un lien sous-jacent entre le message intégré dans la microagression et sa relation avec les stéréotypes pathologiques sur la cible qui reflète les structures de pouvoir existantes. Voici quelques exemples de microagressions, et elles sont partout. Les catégories ci-dessous proviennent de nos dernières recherches. Je ne le lirai pas tout à haute voix, mais vous comprenez l'idée. Voici mon modèle simplifié de la façon dont le racisme cumulatif est la cause du stress post-traumatique. Les traumatismes sont cumulatifs. Traumatisme culturel et historique. Plusieurs personnes de couleur vivent déjà avec un stress causé par des traumatismes culturels dans leur histoire. Microagressions, racisme quotidien, inclut des microagressions quotidiennes. Événements traumatisants. Il peut s'agir d'un petit ou un grand traumatisme et pousse la personne d'un état de stress à un état de traumatisme. Invalidation, annulation d'autrui. Souvent, quand il en parle, personne ne les prenne au sérieux. Racisme structurel et obstacles aux soins. Ils sont de la difficulté à trouver un thérapeute qui sait comment les traiter et ou un thérapeute de même groupe ethnique. Il est clair qu'il faut faire quelque chose et je crois personnellement beaucoup au pouvoir de l'éducation et de la recherche. Les psychédéliques peuvent-ils guérir les traumatismes raciaux? Il y a donc beaucoup de traumatismes des deux côtés de la frontière canado-américaine et des deux côtés de l'océan. Pour comprendre l'ampleur du problème, nous avons fait une étude dans mon laboratoire en analysant tous les essais cliniques randomisés effectués au sujet de la thérapie psychédélique à travers le monde entier. Nous avons constaté qu'à ce jour, presque uniquement des personnes blanches ont fait partie de ces études, à la fois en tant que patients et en tant que chercheurs. 2,5 personnes étaient afro-américaines. Cela a conduit ce média à conclure que les Noirs américains et d'autres sont laissés à l'écart de la recherche sur les psychédéliques. Ok, vous êtes le thérapeute. Qui direz-vous? Pourquoi? La plupart des thérapeutes qui ont recours aux psychédéliques à qui j'ai présenté ce scénario sont déroutés face à la réponse à donner, même pour les praticiens les plus expérimentés.
psychédélique et traumatisme racial. J'ai étudié cette question avec mon collaborateur Alan Davis à l'Université d'État de l'Ohio, qui a également fait partie de l'équipe du Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research. Nous avons recruté des centaines de participants de couleur aux États-Unis et au Canada pour cette étude. Les psychédéliques peuvent être prometteurs en aidant à réduire l'impact négatif des traumatismes raciaux dans ces groupes. Cet article doit être suivi d'essais randomisés, mais les résultats sont suffisamment solides pour me le faire écrire. Why Black people should embrace psychedelic healing, reclaiming our cultural birthright. Il y a donc presque uniquement des personnes blanches qui ont fait partie d'études de recherche sur les psychédéliques, à la fois en tant que patients et en tant que chercheurs. Si les blancs en bénéficient, il me semble que les personnes de couleur devraient en bénéficier aussi. Une grande partie de mon travail a été axée sur ces objectifs. Nous devons faire de la mise en œuvre de l'équité raciale et de l'accès à ces questions une priorité. J'étais très heureuse de faire l'annonce de cet article qui est sorti l'année dernière. Il s'agit du premier compte rendu de la littérature universitaire, à notre connaissance, axé sur les expériences psychédéliques des femmes noires, plus particulièrement de 3 thérapeutes qui ont été formés afin de faire partie de l'essai MAPS avec la MDMA. Et ce travail se poursuit avec ma clinique située au Connecticut. Nous menons un programme de psychothérapie assistée par MDMA pour les personnes de couleur atteintes du trouble du stress post-traumatique aux États-Unis. Il s'agit d'une extension de notre travail à l'Université du Connecticut qui a l'origine se déroule dans le cadre de l'essai multi-site de MAPS. Il s'agit du programme d'accès élargi, également connu sous le nom de pratique compassionnelle ou compassionate use. Nous espérons recevoir nos premiers participants dès le printemps. Microdoser la psilocybine pour les traumatismes raciaux. Tester l'efficacité de la psilocybine sur la réduction de l'anxiété lorsqu'elle est administrée aux participants à l'étude sous forme de microdoses dans le cadre d'une étude parallèle randomisée et double aveugle contrôlée par placebo. Cette étude évaluera l'effet de la psilocybine chez des individus par ailleurs en bonne santé et présentant une anxiété diagnostique cliniquement, suite à des expériences de racisme. Si vous croyez en cette recherche, n'hésitez pas à visiter notre site web afin de soutenir ce travail. Vous pouvez faire un don ici. Ça. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile de faire un don.
Nous proposons un programme de certificat en ligne de 3 cours intitulé Psychedelic and Spirituality, maintenant offert en anglais et qui sera également proposé en français. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par une carrière dans le domaine des psychédéliques, nous sommes en train de développer un programme de maîtrise et un certificat de clinicienne en psychédélique et études de la conscience. Nous espérons commencer à recevoir des candidatures pour ce programme cet automne. Je vais faire maintenant une promotion assumée pour mon livre qui s'adresse aux praticiens de la santé mentale, qui met l'accent sur le travail avec des personnes de couleur et sur la science comportementale contextuelle. Ce livre-là a été publié en 2020 et a été écrit du point de vue de la science des thérapies comportementales et cognitives. Je travaille actuellement avec la maison d'édition de l'université pour faire traduire ce livre en français. Voici quelques-uns des documents clés que j'ai cités dans cette présentation. Vous trouverez une liste de ces travaux sur mon site internet. Merci.